Bon, donc il y a ma femme à côté. Bonjour. Bonjour. C'est sur les antidépresseurs parce qu'il y a un espèce de torchon sans nom là qui était sorti au début d'année où il y a une interview sur le risque des antidépresseurs, etc. machin. Et souvent on entend deux extrêmes. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de souci, il faut en prescrire, et d'autres qui disent c'est dangereux, faut jamais rien faire. Il y a un gamin là qui visiblement est décédé de suicide. Et en fait, il a fait un virage sous antidépresseur. Donc, il y a pas mal d'informations un peu bidons qui circulent, je trouve. Et là, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut pas répondre à cette question. On peut pas répondre à cette question parce que quand vous dites antidépresseur, vous vous attaquez à une fonction. Et donc, si on dit qu'est-ce qu'un antidépresseur, eh ben, les hormones thyroïdiennes, c'est un antidépresseur, le lithium, c'est un antidépresseur, le thé, c'est un antidépresseur. Enfin, Le donc, sport. le sport, enfin, bon. Donc, quand on dit les antidépresseurs, souvent, les gens, ils entendent les antidépresseurs de base, à savoir les inhibiteurs de la capture de la sérotonine. Du coup, ça, c'est fluoxétine, paroxétine, sertraline et citalopram, machin, les six classes, là, les six dans la classe, ok? Quand vous dites, est-ce que c'est dangereux ou pas, il faut savoir si ça marche ou pas. On est d'accord. Il y a personne qui fait des trucs en disant la chimio c'est dangereux. La Mm. chimio c'est dangereux, mais ça sauve des vies. Le feu c'est dangereux, les couteaux aussi, mais on s'en sert tous les jours. Donc il y a la question de à quel point c'est efficace ou pas, et puis après on peut parler des effets secondaires. Et du coup, pour répondre à la question de à quel point c'est efficace ou pas, faut savoir chez qui on le prescrit. Est-ce qu'on le prescrit chez des jeunes? Est-ce qu'on le prescrit chez des enfants? Est-ce qu'on le prescrit chez des vieux? Est-ce que c'est prescrit pour un trouble anxieux, pour un trouble de l'humeur, pour des TOC, pour un trouble non spécifié, pour du neurositisme. Et donc, vous commencez à... Névrosite. Du névrosisme, ouais. Mm. Ah, je sais même pas si c'est ça. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Je suis pas Oh, sûr. neurocitisme, je crois que c'est névrosite. Névrosisme, c'est dans le DSM en français. Ouais. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, je crois. Bon, je Chaque rigole. fois que je fais une vidéo, ça me gratte le pif, je sais pas pourquoi. Et donc, enfin, il faut que les gens commencent à se rendre compte que la complexité du truc, il y a la question de à quelle dose vous prescrivez, il y a la question de qu'est-ce qu'il y a sur le reste de l'ordonnance, parce que un antidépresseur prescrit à quelqu'un qui a déjà, je sais pas moi, 6 milligrammes de Risperdal et 80 milligrammes de tertian, c'est moins gênant sur le risque suicidaire probablement que quelqu'un qui commence de nulle part. Et sur les effets Et secondaires en sur les effets général. secondaires, ben, ça va moins se voir, quoi. Est-ce que on le prescrit accompagné d'une psychothérapie ou pas? Est-ce qu'on le prescrit en intra-hospitalier sur des gens qui sont déjà craignos? Est-ce qu'on le prescrit en libéral, en ambulatoire? Si on le prescrit en ambulatoire, est-ce qu'on est en ambulatoire parce que le cas n'est pas grave? Ou alors est-ce qu'on est en ambulatoire parce que le cas est grave, mais il y a plus de place à l'hôpital? Donc ça risque de moins bien se passer. Mais là, c'est pas forcément l'antidépresseur qui est dangereux, c'est le terrain qui est dangereux. Et s'il y a plus de place dans les hôpitaux psychiatriques, ben, ça va se faire en ambulatoire. Et donc en fait, il y a pas mal de subtilités là auxquelles enfin, dont on n'entend pas parler sur la question et qui sont, à mon avis, fondamentales. Il y a la question de est-ce que la dépression qu'on traite est sévère ou pas? Parce que quand vous avez une dépression sévère et que vous mettez pas d'antidépresseur, il y a des risques de suicide qui sont majeurs. Ou alors il y a des risques de j'ai pas mon bac, ou alors il y a des risques de je finis par me retrouver à la rue, ma femme me quitte, etc., etc. Si vous mettez un antidépresseur pour quelqu'un qui avait un problème de la vie et qui allait finir par s'en sortir de toute façon par définition, ben là il y a un gros souci. Si mon traitement n'apporte aucun effet positif, le moindre effet secondaire est inacceptable et la moindre prise de risque est inacceptable. Si je suis sur une situation grave, eh ben il y a moins de problèmes, il y a moins de craintes à ce niveau-là. Et donc en fait, on vient de voir finalement les facteurs modérateurs de la réponse au traitement antidépresseur, que sont l'âge, la dose, la durée de l'épisode non traité, le terrain, le trouble en question, etc., 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 etc. Et donc ça, ce serait bien d'avoir au moins ça en préambule avant de répondre à la question, oui, est-ce que c'est dangereux ou pas? Parce que vous pouvez pas juste dire, ouais, le labo a triché sur les résultats. Le labo a triché sur les résultats de tout. Mm. De tout.
C'est vraiment pas compliqué. Ils ont eu des amendes de millions d'euros qui représentent des clopinettes par rapport à ce qu'ils se sont fait en termes de chiffres avec les molécules. Ça, c'est le cas pour la lamotrigine, pour la paroxétine, pour l'ensemble de la médecine, je pour pense. Otsuka, pour GSK, pour tous les labos que vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est pas un argument en soi. Il y a la question du risque suicidaire. Et là, c'est pareil, en fait, le risque suicidaire, il est différent de si on est chez des personnes âgées, de si on est chez des personnes jeunes. C'est quoi la définition? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'il y a des espèces de cut-off où tout d'un coup, paf, au-delà de 25 ans, il y a plus de risque parce que c'est un peu comme ça que c'est présenté. Ben, il faut préciser les choses. Le vrai risque avec les antidépresseurs, le risque majeur, le risque le plus fréquent, c'est que ça marche pas. Voilà. Ça, c'est le plus fréquent. C'est vous avez une dépression, vous prenez de la fluoxétine et ça marche pas. C'est le risque le plus problématique parce que la dépression non traitée, c'est une maladie mortelle. Ça, c'est le plus fréquent. C'est fréquent. Il y a la question de la levée d'inhibition. Et là, c'est un truc français. C'est français. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Je parle pas du phénotype. Les gens s'aggravent quand on leur prescrit des antidépresseurs parce que ça existe depuis que les antidépresseurs existent. Et donc, c'est un truc français que j'ai vu nulle part ailleurs. Il y a aucun doute sur le fait qu'il y a des gens qui s'aggravent. Quand les gens s'aggravent, la théorie qui est de dire qu'ils vont mieux, mais sur le plan moteur, ils sont libérés alors que les cognitions dépressives sont toujours là. Du coup, il y a plus de passage à l'acte. C'est de nulle part. C'est bullshit, oui. C'est une création pure. Je sais pas si ça existe ou pas, mais je sais qu'il y a pas d'étude qui a réussi à montrer ça. Il y a même des études qui ont essayé de pas le montrer, mais c'est un peu comme la psychanalyse. Et mon grand-père, c'est dur de prouver qu'ils ont tort. Bah, pour ça que c'est pas fait, hein. Mais c'est un truc français. Donc, faut avoir ça en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui, sous antidépresseurs, vont être acathisiques. Ça, c'est activité motrice qui ne s'arrête pas, mais sans but. Et ça, c'est désagréable. Et ça, c'est un facteur de risque de passage à l'acte suicidaire. Mais ça, c'est pour supprimer l'acathisie. C'est une solution à un problème que l'antidépresseur a créé. Ça n'a rien à voir avec la levée d'inhibition. Il y a aussi des patients, et on en a entendu dans l'histoire avec le pote de Gamy, là, le professeur Gamy, qui sont euphoriques pendant 4 heures, et puis finalement qui décèdent de suicide, et ils ont fait un virage. Et ça n'a rien à voir avec la levée d'inhibition. Et pas forcément un virage maniaque, souvent des virages mixtes. Mixte, oui, merci. Et le vrai risque, parce que il y a les risques fréquents. Je prends l'antidépresseur, le risque fréquent, c'est d'avoir mal au crâne pendant 2-3 jours, ça va mieux. Le risque grave de l'antidépresseur, bah, en moyenne, il n'y en a pas beaucoup. En moyenne, il n'y en a pas beaucoup. Le risque grave avec l'antidépresseur, en fait, c'est de faire un état mixte. Et alors là, c'est catastrophe. Vous êtes agité, mais il y a des conditions dépressives. Et là, effectivement, ça peut très mal se passer. Mais c'est pas une levée d'inhibition. Je veux dire, c'est un concept français dont on n'arrive pas à se défaire. La levée d'inhibition, en fait, le problème, c'est que ça présuppose que l'indication est bonne, mais que c'est un espèce d'effet indésirable de l'antidépresseur. Alors qu'en fait, au final, nous, ce qu'on voit quand il y a un virage mixte, c'est qu'a priori, c'était pas le bon traitement. C'est que le traitement était pas le bon. Hein. Donc il y a des ados qui vont faire des virages de nulle part. Problème, c'est que si tu mets un antidépresseur à un ado, t'es déjà sur un terrain louche. Parce que c'est quelqu'un qui fait une dépression avant l'âge moyen de début de la dépression classique qui est plutôt vers 30 ans qu'en dessous de 20. Donc en fait, c'est déjà un terrain chelou. Donc c'est comme si on disait attention à l'adré parce que l'adré, ça peut donner des arrêts cardiaques. Oui, mais le terrain est dangereux et donc c'est des molécules qui sont dangereuses aussi de par le terrain. On peut pas non plus mettre des régulateurs d'humeur à toutes les dépressions chez les adolescents, c'est pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Mais il faut être conscient du risque et vigilant. Donc en fait, une prescription d'antidépresseurs chez l'ado, qu'on soit sur un trouble anxieux ou sur un trouble thymique, mais a fortiori sur un trouble anxieux, un trouble thymique, a fortiori s'il y a des antécédents familiaux, a fortiori si la présentation est un peu louche avec les différents éléments qu'on a déjà pu développer. Et bon, en fait, c'est des prescriptions où il faut dire aux patients direct, bah écoutez, et aux parents, écoutez, on va tester. Si vous êtes beaucoup mieux, il faut faire gaffe. Si vous n'avez aucune amélioration au bout de 2 semaines, il faut revenir parce qu'il faut changer. Et si vous êtes différentes, plus énergiques, mais plus énervées, vous dormez moins, et puis là, vous déroulez les symptômes d'un état mixte, et bah, il faut appeler en urgence, et c'est comme ça que ça se fait, quoi. C'est comme ça que ça se fait. La faute avec le cas qui est décrit,
parce que ça a été décrit il y a 6 mois, là, en Oui, janvier, oui. machin, c'est que ça n'a pas été réévalué et que le parent, visiblement, décrit une situation où le gamin dormait plus, était complètement en train de vriller et ça a jamais été réévalué, quoi. Donc, c'était avec la paroxétine. Alors, en plus, la paroxétine, c'est pas de bol, c'est l'antidépresseur que nous, on décrit régulièrement. C'est notre sport favori. Et c'est aussi l'antidépresseur qui est associé à un risque plus important de mixité et de suicidalité chez les ados. Et la FDA met des warnings pour ça. C'est important parce que les warnings de la FDA sont souvent plus cliniquement pertinents que les warnings français. Parce que les warnings français, en moyenne, c'est juste risque 0 et tu crées d'autres risques. De pas mettre d'antidépresseurs, ça crée aussi d'autres risques. Vu le terrain ambiant, l'offre de soins en santé mentale en France, qu'il y a, à savoir, on peut plus avoir de psychologues, les CMPP sont tous bouchés, etc. De pas prescrire d'antidép, ça pose aussi des problèmes. Donc voilà, moi je pense que c'est important quand quelqu'un dit est-ce que ça c'est dangereux ou pas, faut d'abord le ratio bénéfice-risque, à quel point ça marche, puis après le ratio, après le risque, à quel point c'est dangereux. En fait, c'est jamais est-ce que ça marche ou pas, c'est chez qui, au bout de combien de temps, c'est quoi les comorbidités, c'est quoi si, c'est comme machin, c'est comme bidule. Et du coup, en fait, pour répondre à cette question, il faut un entretien de 2 heures. Et les gens écoutent pas un entretien de 2 heures. Les gens, ils veulent une réponse en 2 minutes, comme ça ils peuvent aller dire ouais, il a dit que c'était dangereux, c'est un psychiatre, machin. C'est de la merde. Voilà, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, je pense pas. Ok. Eh ben, on prend les critiques. Vous notez qu'il y a aucune étude. Il y a aucune étude parce que là, ce qu'on a fait, c'est une synthèse de tous les articles que j'ai lus. Ouais, il y a aucune source. Il y a aucune source. C'est une Il synthèse. y a plein d'études. Il y a plein d'études, mais là, il y a aucune source parce que la source, c'est moi. C'est une synthèse d'articles que j'ai lus, de pratiques que j'ai fait, de bouquins que j'ai lus, de discussions que j'ai pu avoir. Et donc, il n'y a pas de source sur ça. Si vous voulez la source de ça, faut que je vous mette les, je sais pas, les 400, les 500 sources différentes. Et après, j'explique le raisonnement. Et je pense que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, de toute façon, Il n'y a pas le temps. il n'y a pas le temps. Sinon, Et puis vous écouteriez pas. on est à temps plein et vous écouteriez pas. Les gens, en moyenne, sur YouTube, ils tiennent 5 minutes. Et encore. Donc, on est obligé de faire comme ça, quoi. Mais donc voilà, il n'y a pas de réponse facile à des questions difficiles au risque de répondre n'importe quoi.